Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine d'actualité, l'heure autour du plan. Comme vous avez toujours l'habitude de nous suivre sur les antennes des Télé Plus. Avec ici dans cette émission, comme vous le savez très bien, nous décryptons le point saillant d'actualité, mais aussi faire de ces pays, ces beaux chers pays, la République démocratique du Congo, avec ses patrimoines, comme vous pouvez les constater, n'est-ce pas, rayonner l'image de notre pays. Et c'est sur base de cela, nous recevons pour vous de grandes personnalités détails du pays. Alors, question d'analyser, d'apporter les analyses pouvant, n'est-ce pas, changer l'image de notre pays et pourquoi pas aussi pour cela puisse subir également la révolution de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, sur ces plateaux, je reçois pour vous un invité de taille, une figure connue du public, connue de tous, en la personne de M. Jacques Mayalou, le ministre honoraire, des Finances et de la Culture, n'est-ce pas, dans la grande province de l'Équateur, sous le régime de Joseph Kabila Kabange, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Au rythme du pays, c'est l'heure d'aller. Alors, après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition, Monsieur Jacques Mayalou. Alors, quelles sont d'abord vos impressions en foulant le pied dans les installations de Télé Plus? Mon impression ne peut être que bonne, dans le sens où j'ai constaté que dans ce lieu où je me situe, il y a des appareils, il y a une technologie nouvelle, dans le sens où autrefois on n'était pas à mesure de réaliser ce genre de belles émissions, ce genre de plateau. Et là, je sens vraiment que plusieurs caméras, plusieurs appareils modernes feront de sorte que vous puissiez avoir de bonnes images, de faire un bon travail. Et si vous avez à réussir, ça serait une bonne chose pour tout le monde. Et vous n'avez pas ce droit-là d'échouer, car vous avez de bons matos. Merci, Monsieur Jacques Mayalou. Avec vous, nous allons parler en ce qui concerne les enjeux politiques de l'heure. Alors, que faire pour changer, n'est-ce pas, l'homme congolais et surtout sauver l'homme congolais de sa précarité, de sa pauvreté? Aujourd'hui, les autorités qui nous gouvernent s'enrichissent au détriment de la population congolaise, alors qu'ils devraient également apporter les idées qui feront en sorte que ces pays puissent changer, et ce n'est pas le cas. Alors vous, en regardant ce genre de choses, que diriez-vous par rapport à ça, M. Jacques Mayal? Par rapport aux événements actuels, sachant que c'est un mouvement qui est créé, qui nous permet de réagir naturellement et font réagir des choses naturelles. Dans le sens où, si vous regardez tous ces gens-là qui nous dirigent, tous nos gouvernants, la plupart ont fait de bonnes études, ils ont fait l'Europe et aujourd'hui ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent. Le problème aujourd'hui, c'est la question que tout le monde peut se poser. L'homme congolais et l'État congolais. Que devions-nous faire pour changer les choses? Premièrement, il nous faut une révolution copernicienne. La révolution éducative, quand le commun des mortels parle de changement de mentalité, moi je crois que ça doit commencer dès le bas âge, à l'école maternelle. Apprendre à l'enfant le bien public, à respecter le bien public, à être patriote. Ça commence dès le bas âge. Arrivé à un certain âge, c'est difficile de changer la mentalité de qui que ce soit. Et ça, vous verrez ça dans l'éducation, écrit par Jean-Jacques Rousseau, Émile. Actuellement, le problème, c'est un problème d'homme, l'homme congolais. Quel genre d'homme nous voulons pour ce pays? Quel genre d'État voulons-nous pour ce pays quand nous parlons d'État de droit? C'est la loi, ce sont les juges et la police. Mais lorsque l'État se meurt, je prends l'exemple de Hobbes qui essaie un peu de parler de l'État comme un homme artificiel, qui a des organes, les institutions. Nos institutions sont faibles. Donc le président doit faire de son mieux pour rendre nos institutions fortes. Et moi, je
pense, à mon avis, il nous faut un monarque absolutiste qui a le pouvoir de régir cette population. Comment expliquer de nos jours, quand je vois la jeunesse, donc vous relevez de la jeunesse, qui n'est pas à mesure de s'assurer, la jeunesse n'est pas responsable. Qui condamner? Il faut nous condamner, nous parents, nous dirigeants, nous gouvernants. Dans le sens où j'ai du mal à accepter qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas avoir une classe moyenne. On n'a que deux classes, les riches et les pauvres. Il n'y a pas de middle, donc de milieu. Comment expliquer de nos jours, vous êtes payé par mois $100, ça $50, c'est rien. Du moment où j'ai des cultures, le président actuel aussi, j'essaie un peu de parler de lui en peu de mots. Félix Antoine Tshisekedi. Oui, c'est un Quinois. Et c'est un Djiquin, comme disent les Quinois. Ah, vous de la diaspora, donc il est des vôtres. Il est de nôtres. J'assume ma responsabilité. Il est des vôtres, oui. Bien qu'on soit taxé de tout le monde avec cette diaspora. Donc, Quinois et Djiquin. Le fait qu'il a vécu sous Mobutu, il a vu la souffrance du peuple congolais. Il est passé avec tous ces événements autrefois. Donc, en prenant cette place, il n'a pas ce droit d'échouer. Pourquoi? Parce que il est humain, il voit ce qui se passe et il doit orienter et donner une vision claire pour que le Congo de demain puisse réussir, puisse être meilleur pour vous, le jeune. L'avenir est sombre. Pourquoi? Parce que je me demande, quand est-ce que vous allez acheter une maison? Dans 5 ans, serez-vous à mesure d'acheter une maison? Je ne pense pas. Vous êtes payé le mois $100, $150. C'est aberrant. Moi, je propose qu'on vous paye par heure, ne fût-ce que 2000 francs congolais par heure. Si vous travaillez 10 heures, on vous paye 20 000 francs congolais. Et si... Là, vous venez avec la logique de l'Europe, M. Jacques Mayalou, mais au Congo, surtout en Afrique, cela n'est pas le cas avec les conditions dans lesquelles la population, les populations africaines vivent au pays, c'est contrairement à l'Europe. Vous savez, nous devons copier selon nous. Si vous regardez l'Empire romain, ils ont eu les gens de Poigne, 5 peut-être, qui ont fait des Roms, c'est que Rome était. Et pourquoi ne pas copier selon nous, avec nos us et coutumes? Vous savez, il faut susciter des débats pour qu'on puisse avancer les choses dans ce pays. Je suis un des gestionnaires de ce pays. Bien sûr. Tout ce monde-là qui nous dirige. Deux fois, il faut qu'on puisse avoir des débats contradictoires, des convictions, et que chacun défende ses idées. Nous savons comment est-ce qu'on a mal géré ce pays. Nous en sommes conscients. On a trop fait de mal. Il y a un temps pour détruire. Ah, donc vous reconnaissez cela. Alors, s'il faut tracer les parallélismes, oui, vous avez géré ces pays dont vous étiez l'ex-ministre des Finances, mais aussi de la Culture, dans les grands Équateurs, voulais-je dire. Alors, s'il faut tracer les parallélismes entre votre gestion et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? Vous savez, le changement vient lorsqu'on bouscule les choses. Il y aura changement si et seulement si tout un chacun de nous est prêt à accepter qu'il y ait transparence. Mais vous savez, de nos jours, personne n'en veut. La transparence, c'est nous dire exactement le cobalt vendu par la RDC. Ça nous rapporte combien par an? Et cette somme, ça va où? Qu'est-ce qu'on en fait? Le cuivre, on vend le cuivre, ça va où? Et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Autrefois, la Gécamine arrivait à fournir 70% au budget de l'État. Aujourd'hui, Gécamine n'existe pas, coupé en saucisson. Et voilà, oui, coupé en saucisson, et voilà l'érosion de pouvoir d'achat mortelle qu'on n'arrive toujours pas à combler. Pourquoi? Parce que la politique agricole n'existe pas. On ne voit que la politique dans d'autres secteurs tels que le minier. Et c'est là aussi, nous voulons vraiment faire du bien à cette population. Nous devons être sincères avec eux et être transparents. Pour avoir été à l'Équateur,
j'ai vu comment les métèques sont en train de couper les bois en désordre. Donc, c'est un désordre établi. Excusez-moi, un désordre établi. Dans le sens où personne ne sait combien de tonnes de bois sont coupées à l'équateur et combien d'argent tout ce bois font entrer. Ce qui est triste, nous n'arrivons toujours pas à expliquer où va l'argent que nous avons dans ce pays. C'est honteux pour nous aujourd'hui qu'on parle de 6 milliards pour le budget de 2021. Le président l'avait si bien dit, si on pouvait bien être au-delà de 10 milliards. Moi, je pense 12 milliards et plus pourra peut-être faire l'affaire dans le sens où on doit focaliser toute notre efficacité en ce qui concerne la croissance et les investissements. Comment expliquer un grand pays comme le nôtre, nous n'arrivons toujours pas à nous lancer dans des grandes infrastructures, des grands travaux pour créer de l'emploi. Les emplois, on le crée. Les jeunes, il faut les apprendre. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous produisons des milliers d'ingénieurs et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Regardez-moi le saut de mouton. Est-ce que c'était une priorité? C'était nécessaire. Nous avons des routes qu'on doit arranger, des petites routes de ruelles pour désengorger la ville. Si nous continuons toujours à mal informer le président, eh bien, nous continuons toujours à payer les prix. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Lui-même, en entrant au pouvoir, il a reconnu que l'état dans lequel il a trouvé les pays, c'était catastrophique. Mais vous aussi, vous êtes, n'est-ce pas, vous avez précédé, n'est-ce pas, la gestion du président de la République. Alors, s'il faut contredire les propos du chef de l'État, que diriez-vous? Lui qui est en train de relancer les choses, mais plutôt tout en contextualisant avec l'état dans lequel il a trouvé le pays. Pour contredire, il faut que les idées ne coïncident pas. C'est comme si j'ai la foi en ce pays qui doit nous amener au bien de tout un chacun. Moi, ce qui me fait mal, lorsqu'on se met toujours à critiquer et à ne pas proposer. Pour avoir géré ce pays, je ne veux plus être riche. Je ne veux pas être riche parce que être riche est à la fin. Ce sont toujours les mêmes qui nous dirigent. Ils n'ont pas été sincères pendant des années. Ils vont être encore sincères cette année-ci? Je ne sais pas, Dieu seul sait. Vous savez, le président a une vision d'un enfant qui a grandi dans de bonnes conditions, dans le palais, et il a fait l'Europe. Et qui connaît également aussi la souffrance de la population. Parce que, avant d'être comme moi, il était zaïrois. Il a vu comment son père était choyé en étant parlementaire. À la maison, il voyait les cuisses de vaches, des casiers de bière arriver chez lui à la maison parce que son père était parlementaire. Oui, parce qu'il a contribué à faire avancer les choses dans ce pays. Aujourd'hui, étant que humain qu'il est, je ne pense pas qu'il doit oublier tout ce qu'il a vécu comme calvaire dans ce pays. Donc, il a intérêt à réussir à faire avancer les choses, à faire de sorte que la jeunesse se retrouve, réarmer la jeunesse moralement et intellectuellement. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Nous allons partir. Qu'est-ce que nous allons laisser comme patrimoine à vous qui êtes encore jeunes? Rien. Nous avons tout bradé. Et moi, je veux avec le président Félix qu'on puisse revoir nos contrats chinois. Très bien. La mégestion totale. Mais moi, il a renoncé à cela. Oui, renoncer, mais il faut qu'il y ait des débats pour qu'il y ait transparence. Bon, renoncer. Qu'est-ce que nous devons mettre comme un bon contrat, un pacte social entre individus, entre peuple et le souverain qui est le président? Voilà. Nous serons clairs pour dire, président, pour que nous puissions créer les emplois pour nos jeunes, que nos jeunes puissent avoir 2000 francs congolais de l'heure, nous devons transformer nos produits ici au Congo. Parce qu'il n'y a pas la paix et la sécurité à l'Est. Que faire? Nous ne pouvons que transformer ce cobalt, ce diamant qui est à l'origine de tout, à Kivu, et permettre que toute province devienne un peu autonome. Alors, monsieur Jacques Mayalou, il y a une question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est celle de savoir, vous êtes de la diaspora. Autour du chef, il y a de la diaspora, des conseillers et tant d'autres. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà apporté auprès du chef, parce qu'on ne voit pas des actions concrètes jusque-là, alors que vous êtes en train toujours, nuit et jour,
proposer des idées aux chefs de l'État, mais qui ne font absolument rien et le peuple congolais n'en bénéficie pas. Comment expliquez-vous ces paradoxes? Vous savez, nous avons deux choses. L'éducation était toujours primordiale dans la vie de tout un chacun et l'instruction. Voyez-vous, lorsque vous partez étudier ailleurs en Europe, vous finissez, vous avez un diplôme qui vous permettra de travailler n'importe où dans le monde. Ce n'est pas parce que vous avez fini vos études à l'université à Kinshasa que vous êtes moins bon par rapport à celui qui a fini ses études en Europe. Là, maintenant, parlons de la diaspora. Moi, je pense, à mon humble avis, nous avons deux diasporas. Ceux qui ont étudié en Europe et ils n'ont pas travaillé, donc ils n'ont pas eu de l'expérience. La deuxième diaspora, ceux qui ont étudié en Europe, ils ont travaillé en Europe, donc ils ont eu de l'expérience. Maintenant, lorsque le président arrive, moi aussi je le ferai. Vous aussi vous le ferez. Les copains d'abord. Donc j'arrive, j'appelle mes copains. Mais là où le bas blesse, lorsque j'appelle les copains et je regarde pas leur cursus, leur profil. D'accord, vous êtes mon ami, vous avez de la compétence. Qu'est-ce que vous allez apporter une fois que je vous mets à mes côtés? Donc là, moi, j'attends le résultat. Vous n'avez pas le résultat à l'espace de 3 mois, je vous fous dehors. Humain qu'il est le président, je crois qu'il prend le temps et il a vu tout ce qu'il y a comme problème au niveau de la diaspora. Espérons qu'il va nettoyer. Parce que entre nous, on se connaît. Si je ne suis pas en mesure de travailler ou de faire quoi que ce soit, je dois être sincère pour vous dire, à cette place-là, je ne pourrais pas, cher ami, prenez la place. Donc, en ce moment, moi, je crois qu'il y a des failles. Nous avons dessus, ça c'est vrai. Vous reconnaissez au moins vos failles, hein, au bout de la diaspora, autour du chef. Mais comment ne pas le reconnaître lorsque vous n'avez pas d'interview? On veut vous mettre à côté du chef, il n'y a pas d'interview, on n'a pas regardé votre profil, et puis on ne sait pas quel genre d'expérience vous avez, il n'y a pas de référence. Donc ceux qui sont autour du chef sont des incompétents, en quelque sorte. Je ne me permettrai pas de dire que ce sont des incompétents, mais ce que je dirais, nous avons eu un problème de profil, un problème de tactique. Comment employer ces gens, comment mettre en place quelqu'un qui doit être le chef. Vous savez, un prince n'a pas besoin de conseiller. À la fin, c'est le prince qui finit par décider. Mais lorsqu'on a les conseillers à côté, il faut savoir quel genre de conseil vous allez mettre à côté. Ce n'est pas parce que je fais les études d'électricité que vous allez mettre conseiller en tout ce qui est... électrique. Mais le problème ici, on commence à confondre deux choses. Hein? En France, par exemple, celui qui fait du nettoyage, on dira, c'est un agent de surface. On a juste changé les noms. Et aujourd'hui, vous mettez les gens qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. Donc, vous prenez un menuisier, vous le mettez à la place de docteur. C'est ça le problème. Alors, que pensez-vous de l'initiative chère au chef de l'État, celle de l'Union sacrée? Alors aujourd'hui, les gens, la classe politique dont les avis ne convergent pas. Alors que pensez-vous, M. Jacques Mayalou, en ce qui concerne la vision du chef de l'État, celle de l'Union sacrée? Pensez-vous que ça sera une réussite totale au problème de la République démocratique du Congo? C'est une bonne vision, il faut reconnaître. Ça serait une réussite si et seulement si nous mettons nos colères, déceptions et violences de côté. Sachant que la paix et la sécurité sont des jumelles pour la paix. Hein. Donc la paix et la sécurité, ça nous conduit à la paix toujours. Hein. Et la déception et la violence nous conduisent à la guerre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde veut être quelqu'un. Tout le monde veut avoir de pages. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une vision qui est là. Qui sont ceux-là, donc le noyau de cette vision, qui ont fait tomber le bureau Mabunda? Ce sont les 280 députés. Et ceux qui sont venus après, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, d'être sérieux et conscients de faire tomber le bureau? En voyant que non, les choses commencent à bouger, ils ont fui de l'autre côté pour entrer dans la vision du chef. On ne le refuse pas. Mais le problème que nous devons nous poser, y a-t-il vraiment une rupture avec l'ancien système
Et nous ne voulons pas qu'il nous... Avec l'ancien système, celui de Kabila, de la Kabylie. L'ancien système qui consiste à encourager la continuité du mal. Mais puisque c'est Félix Tshisekedi qui est le successeur de Joseph Kabila Kabange, dont vous avez également participé à la gestion de Joseph Kabila Kabange, justement. Alors, lorsque vous dites qu'il faut un changement du système, alors là, qu'est-ce qu'il y a d'opacité dans tout ce que vous voulez dire, vous voulez insinuer par là, en quelque sorte? C'est pas que je vais insinuer. Nous avons un problème dans ce pays, l'impunité. Il n'y a pas de châtiment. Nous avons de beaux textes, de belles lois qu'on continue toujours à bousculer, à modifier, à brutaliser. Le problème, c'était, autrefois, nous n'avons pas eu de châtiment. Donc, le bâton de Hobbes et les textes, l'applicabilité des textes. Vous commettez la mégestion, eh bien, on vous chicote, on vous punit aux prisons. Dans votre CV, vous n'aurez plus à gérer la République parce que vous avez fait la prison. Voleur, détourneur, fripon. Et actuellement, avec ce qu'on arrive à voir, un bel exemple. Il y a quelqu'un qui a fait, qui s'est méconduit. Il se trouve entre les quatre murs. C'est un bel exemple, même si on commence à aller à petits pas. Donc, moi, je pense que le président sera un bon président s'il s'entoure de meilleurs. Donc, le bâton de Hobbes et les textes. Donc, il doit châtier. Il n'y a pas d'état d'âme lorsqu'on gère une nation. L'État, il faut le craindre. On ne craint pas l'État. L'État se meurt. Vous n'avez qu'à voir ça dans notre circulation quinoise. Lorsque vous avez deux bandes, il y a une troisième bande. Et ce sont les troisièmes bandes qui passent. Mais il faut sanctionner. Le mal aujourd'hui, on ne sanctionne pas. Hier, on n'a pas sanctionné. Et aujourd'hui, moi, je veux que le président sanctionne. Donc, vous affirmez qu'il y a la délinquance institutionnelle. C'est triste de le dire. Nous avons des institutions faibles. Il faut que le président puisse renforcer nos institutions. Mettre les gens qui doivent nous aider à aller de l'avant pour faire ce Congo un Congo meilleur dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'il y a des enjeux mondiaux qu'on n'arrive toujours pas à voir. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à susciter le vrai débat. Le vrai débat, c'est l'homme congolais et l'État congolais. Oui, on peut parler de la souveraineté, mais parlons du pacte social, le contrat entre individus, le contrat entre le peuple congolais et le président congolais, M. Félix Tshisekedi. Quel est le contrat qui nous a été présenté? Normalement, je ne sais pas si ils ont oublié de conseiller au président de nous dire comment est-ce qu'il a trouvé le pays, les difficultés qu'il rencontre, et à la fin, qui demande notre soutien, notre aide. Vaut mieux tard que jamais, avec la consultation, bon, ça s'est fait. Parce qu'il a entendu la colère de Congolais. Et il s'est lancé à cette consultation. Là maintenant, le temps est passé de détruire, de critiquer. L'autre, on l'a critiqué. Aujourd'hui, on critique celui qui est en place. Demain, on critiquera celui qui viendra. Moi, je pense, à mon avis, allons dans des débats de fond. On doit aider celui qui est en place, le président. Pourquoi? Parce que le peuple est fatigué. Le peuple n'est pas écouté. J'en appelle à un sursaut national, à tous ces frustrés, à tous ces déçus, d'accompagner la vision de l'actuel président, non pas pour son intérêt, non pas pour sa réussite, mais pour le Congo de demain, pour la jeunesse. On n'a pas à vilipender notre patrimoine. On fait toujours les choses à court terme. Faisons les choses à long terme. S'il se lance dans des grands travaux, eh bien, il créera un tiers. Donc, l'heure n'est plus à la léthargie, encore moins à la nonchalance, en quelque sorte. Vous savez, l'insouciance a été toujours un défaut. Vous êtes insouciant, mais vous allez carrément à l'échec. Moi, je pense aujourd'hui, la complaisance et le laxisme doivent être extirpés de cette République. Il y a eu beaucoup de laxisme et de complaisance. Il y a eu des jeux de passe-passe politiques par-ci, par-là. Les sociétés sont politisées. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense
Le fait que j'ai géré à la République, vous allez me juger sur le résultat. Qu'est-ce que je fais de l'Équateur? J'ai voulu gérer l'Équateur comme il se devait. Le premier citoyen de la province n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que j'avais demandé qu'il y ait chaîne de dépenses. Je voulais voir clair à l'argent qui est entré dans l'État. Vous savez, les provinces ont toujours 3 enveloppes. La rémunération, le fonctionnement et l'investissement. Lorsque j'ai été au ministère, je n'ai jamais vu l'enveloppe d'investissement. Vous trouvez ça normal? Il faut qu'on en parle. Entre nous, les anciens gestionnaires, qu'on passe à la télé pour avoir des débats de fonds, pour dénoncer et permettre à l'actuel président de réussir. Pourquoi? Le bois est coupé en désordre par des métèques. Cet argent de bois, qui le prend? Ça va où? Le cobalt, on le vend à vil prix. Cet argent, ça va où? Est-ce qu'il y a une bonne politique de déforestation bien établie ou comment? Parce qu'il y a la déforestation qui s'est faite en désordre, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a une politique ou il y a une loi qui régit cela? C'est triste parce que vous savez, c'est facile de bousculer la Constitution, de le brutaliser. Nous avons de belles lois dans cette République. Par exemple, la loi Bakajika. Vous savez, la loi Bakajika, le sol appartient à l'État congolais. Je suis désolé, nous sommes souverains, mais on n'est pas propriétaires. Qu'est-ce qui s'est passé avec la loi Bakajika? Le président Mobutu à l'époque avait constaté que non. Quand il essayait de mettre un pied à gauche, à droite, on disait attention, c'est pour les étrangers, il ne faut pas toucher. Ça continue. Donc le président actuel, Félix, doit mettre fin à toutes ces histoires. Pourquoi? Parce qu'on ne se retrouve pas et il faut qu'il y ait autonomie des provinces, permettre à nos frères de vivre décemment. Dans le sens où nous, gouvernants, on n'est pas sincère avec la population. Comment expliquer autrefois nous avons eu l'économie du peuple, SGA, que vous n'avez pas connu, Société Générale d'Alimentation. Le prix était abordable pour le Congolais moyen. Aujourd'hui, nous n'avons pas de classe moyenne. C'est inexplicable. Nous devons faire de notre mieux pour créer une classe moyenne, autocratiser la populace. Comment? Premièrement, l'éducation est très importante. Le président allait réussir avec la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, ils s'y sont mal pris, dans le sens où on devait convoquer tout le monde. Tout le monde, quand je dis tout le monde, même le huissier, pour lui dire qu'est-ce que vous en pensez pour la gratuité. C'est un droit fondamental qui est bafoué, qui est maltraité, bousculé, parce qu'on ne veut pas que l'autre réussisse. Mais moi, je crois que si on met du sien, on met de notre bonne volonté, nous arriverons. Volonté et puis conscience. Monsieur Jacques Mayalou, alors, puisque vous insistez sur les débats de fond avec les gestionnaires, qu'on puisse dénoncer, si on peut le dire, les magouilles. Alors, qu'est-ce qui bloque concrètement les développements de la République démocratique du Congo? Est-ce le manque de volonté des gouvernants ou encore moins l'insouciance caractérisée par un esprit de vol ou comment? L'égoïsme. Si vous lisez Hobbes, vous allez voir Hobbes est en train d'insister sur un pouvoir absolu. Que le souverain puisse avoir une puissance. C'est la force et l'obéissance qui feront de nous des hommes pour avoir peur de l'État. Comment expliquer dans un pays comme le nôtre, nous n'avons que tous ces politiciens qui ont vécu l'indépendance et qui ne veulent pas lâcher. Et quand est-ce que vous, le jeune, vous prendrez le pouvoir? Aujourd'hui, je ne suis pas intéressé à gérer la République parce que j'ai encore le temps de me préparer. Malheureusement, aujourd'hui, en politique, les politiciens que nous voyons, ils n'ont ni bagage, ni un parcours politique, ni même la culture politique. Et je suis navré. Je suis vraiment navré. Pourquoi? Parce qu'on a fait trop de mal à cette population. On a détruit le pays. Maintenant, il est temps de construire ce pays avec l'aide de Dieu, parce qu'on parle toujours de Dieu. Hobbes dit, le loup de l'homme, c'est l'homme. Vous ne serez plus homme lorsque vous ignorez votre être. Quand vous ignorez votre être, c'est que vous êtes un animal. Je suis désolé. Aujourd'hui, on a rendu Congolais
moins que rien. Et l'homme est un Dieu pour l'homme lorsque l'homme reconnaît son propre devoir. Le devoir, c'est quoi? Se faire le bien. La justice et la solidarité. Malheureusement, dans ce pays, nous sommes dans l'insuffisance de la solidarité. Les politiciens ne sont pas sincères. On doit être sincère. Il faut qu'on crève l'abcès. Je dois vous dire la vérité. C'est un problème de sincérité dans les chefs de politiciens. Honnêteté, intégrité. Ils veulent toujours amasser. Eux qui ont l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avancer les choses dans ce pays? Ils pourraient faire investir ailleurs. Et je suis désolé. Je note de vous, c'est l'égoïsme et la sincérité, encore moins l'honnêteté. Ce sont là les éléments qui manquent de pouvoir booster les choses dans notre pays. Alors, s'il faut maintenant fixer l'opinion sur les mandats de Joseph Kaby, plutôt de Félix Tshisekedi, de son quinquennat, sur son quinquennat, est-ce qu'il y a de l'espoir pour voir ces pays développer sous le mandat, encore moins le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le président Félix Tshisekedi sera un bon président le jour où il mettra à ses côtés les meilleurs. Vous savez, Darwin parle de la sélection naturelle. Il faut sélectionner. Il doit avoir autour de lui de meilleurs. Et s'il ne s'entoure pas de meilleurs, il va louper son mandat et c'est triste pour nous. Moi, je souhaite de tout me voeu qu'il réussisse. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait l'Europe et il sait comment et combien de nos compatriotes souffrent dans ce pays. L'Europe, ce n'est pas facile. Ils partent en Europe parce qu'ils n'ont pas le strict minimum au niveau de leur pays. Et la vision du chef de l'État, c'est une vision, c'est une idée. Maintenant, nous devons être dans la pratique, dans l'action. Il n'y a pas de signaux. La vie est sombre, l'horizon est sombre. Pourquoi? Parce que rien ne bouge. Et que devons-nous faire pour que le mandat du président soit meilleur? Nous devons nous serrer les coudes, mettons nos différends de côté, voyons l'avenir de notre pays dans 5 ans pour permettre que les jeunes puissent avoir le travail, qu'on puisse les former, qu'on puisse défendre nos territoires et qu'on puisse être, nous, dans le sens où on doit mettre de côté tout ce qui est vagabondage, inconstance, trahison. Malheureusement, c'est ce qui s'est fait du jour au lendemain. Donc, vous saluez la perspicacité légendaire du chef de l'État en se séparant du Front commun pour le Congo, en quelque sorte. Vous savez, nous étions dans la continuité du mal. Mon souhait est qu'on puisse être dans cette rupture sincère, s'il en a une. Mais les députés qui ont fait tomber le bureau Mabunda, le 280, autrefois ils étaient taxés de tout le mot. Le fait qu'ils ont réagi autrement, là on peut voir aussi que non, quelque part ce sont des humains à qui nous devons encourager à avoir la conscience, la droite raison et le bon sens pour diriger les affaires de l'État. Aujourd'hui, nous avons de ces députés qui sont incapables d'ériger des lois. Nous avons des exécutants qui ne savent pas pourquoi ils sont exécutants. En politique, les mots sont connotés. Autrefois, la politique, c'était un art. Aujourd'hui, ce n'est plus un art. Tout le monde veut se faire de l'argent. Tout le monde veut avoir ce métier de politicien. Mais ce n'est pas un métier, malheureusement. Je crois que le président sera meilleur le jour où il se rendra compte qu'autour de lui, il lui doit de gens intègres, des honnêtes hommes, des gens qui ont de bon sens et la droite raison. Les mêmes discours pour Joseph Kabila Kabange, parce que si j'avais au moins 15 personnes autour de moi, ce pays allait se transformer. C'est le même discours aussi pour l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que nous allons toujours continuer à dire qu'on doit changer des gens autour de nous, on doit changer les gens autour de nous? Est-ce que c'est important, c'est ça? Métamorphose. Je vois encore au vide. Hein. Métamorphose. L'explication, c'est vous ne pouvez pas transformer l'homme, vous ne pouvez pas changer l'homme. Comment est-ce que vous allez changer l'homme
Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu fait de moi un homme, et vous, homme que vous êtes, vous voulez me transformer. Loin de là, on ne transforme pas l'homme. Il faut mettre les conditions pour qu'il puisse changer. Bon, si autrefois on lui avait donné 15 personnes pour gérer ce pays, allait-il réussir, allait-il faire de ce pays un paradis? Je ne pense pas. Rome a eu 5 de ses empereurs qui ont fait de Rome un empire incontestable. Incontesté. Pourquoi? Parce que ces empereurs que nous devons avoir aujourd'hui, des gouvernants qui savent le rouage de l'administration, qui savent la valeur d'un homme. Aujourd'hui, les valeurs sont extirpées. Aujourd'hui, l'homme congolais n'est pas considéré, ni dans son pays, ni à l'extérieur. Nous devons remédier à ce genre de situation. Pourquoi? Parce que les enjeux sont tellement grands qu'on ne peut pas rester derrière. Il y a nos voisins aujourd'hui qui avancent et nous sommes toujours stationnaires. Autrefois, on a critiqué Mobutu, mais Mobutu avait eu de meilleurs avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Malheureusement, rien. On n'a rien trouvé comme résultat. Mais cependant, avec Mobutu, on avait une semblance d'administration. L'autre venu, l'administration était par terre. Et celui qui vient, moi je lui demande de contrôler l'administration, qu'il y ait des réformes à tout niveau. La police, l'armée, on doit défendre notre terre. Qui veut la paix prépare la guerre, et qui veut la guerre prépare la paix. Mais nous n'avons pas la paix à Kivu, à l'Est. Que devions-nous faire? Je n'ai vu aucun parlementaire susciter le débat pour qu'on envoie nos forces armées, qu'on envoie des diplomates gérer cette histoire de l'Est. Ça perdure. Qui sont les commanditaires? Les seigneurs de guerre sont là. Aujourd'hui, pour faire la politique, il ne vous suffit pas d'avoir un parti politique. Vous êtes rebelle, après demain vous serez politicien, vous serez aux commandes. Et ça serait regrettable. Moi, je crois que le moment est venu que tout le monde se mette à table, de se parler à 4 dieux. Donc, face à face, dénoncer et apporter des propositions. Monsieur Jacques Mayalou, vous avez géré aussi la province de l'Équateur. Donc, vous occupiez, n'est-ce pas, le ministère des Finances et de la Culture à votre époque. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait normalement dans cette province de l'Équateur, puisque c'est aussi une des parties de la République démocratique du Congo, d'où où le chef aussi se voit être, par exemple, insensible, n'est-ce pas, dans cette province. Alors, qu'est-ce que vous allez conseiller au chef de l'État de faire aussi dans cette province de l'Équateur? J'ai été navré lorsque j'ai quitté la province de l'Équateur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de potentialités dans cette province. Donc, je demanderai au chef de l'État de prendre le temps d'observer, d'apprendre et de réaliser ce qu'il a comme projet. Donc, le pays est vaste, qui permettent à toutes ces provinces, Équateur et autres, d'être autonomes, d'être responsables. Ils ne peuvent pas tout le temps attendre le 40% qui doit venir de l'État central. Il faut décentraliser, la décentralisation. Très bien. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Certes, il y avait beaucoup de matière à dire avec vous. Je crois que prochainement, nous allons y revenir pour en parler. Alors, en résumé, qu'est-ce que vous allez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Le mot que je peux prononcer en ce moment, c'est un mot qui concerne les fils et les filles de ce pays. Ça a été dur pour tout le monde l'année passée. Pour cette année, j'espère que ça ira pour tout le monde. Nous voulons la paix, la sécurité, la liberté, que tous contribuent à la bonne marche du pays. À la bonne marche du pays, c'était là M. Jacques Mayalou, ex-ministre provincial des Finances et de la Culture dans les Grands Équateurs. C'est lui qui était notre invité de ces magazines d'actualité autour du plan. Monsieur Jacques, on vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence dans nos installations. Le plaisir était pour moi. Merci, monsieur. Très bien. Je retiens et je rappelle aux téléspectateurs que ça ne sera pas la toute et la dernière fois que vous soyez les prochains invités dans ces installations. Alors, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est la fin du magazine Autour du plan que j'avais le réel plaisir de vous les présenter. Prenons les rendez-vous à la prochaine fois. Merci.